Nous avons beaucoup de joie et d'enthousiasme d'être aujourd'hui avec vous, en dépit des difficultés, parce qu'après les incendies, après les manifestations, après les émeutes, maintenant il faut ramasser à la cuillère nos entreprises, nos activités. La position libérale dépend de l'activité économique. L'activité économique est en train de compter les cadavres et les morts. Mais malgré tout, je suis tellement heureux de vous voir. Ça va, Daniel? Oui, mais moi aussi, tout à fait heureuse. Et puis un petit coucou à Frédéric. Oui, qui est à qui est pas là. Qui est pas là. Daniel, Emmanuel. Bonjour Gérard, ravi encore une fois d'être avec vous. C'est tout? Bon, Oui, c'est tout. Toi aussi ravi. Ben, écoutez, je suis là pour témoigner qu'en Guadeloupe, cette émission a un impact considérable. Et j'ai été victime d'une manifestation d'empathie spectaculaire. J'aime bien le mot victime. Ça fait un oxymore, victime d'une très grande sympathie. Christian, ça va? Deux choses. Bon, je ne suis pas très innovant, mais c'est vrai que les ronds-points du COS sont très beaux. Madame la mairesse, bravo. Les ronds-points également du François, décorés aux couleurs du carnaval. C'est très bien, ça met de l'ambiance, ça met de la couleur. Et puis un petit clin d'œil au journal France Antilles, parce que je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés. Ça m'arrive d'acheter des France Antilles de temps en temps. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelait France Menti. C'est vrai. Et ça me paraît intéressant. Voilà. C'est vrai que le niveau est plus élevé. Mais enfin, pour être sincère et puis vrai, je veux dire simplement avec beaucoup de sympathie, puisque tu parles de ça, à certains jeunes journalistes. J'ai été journaliste à France Antilles, tout étant encore lycéen, donc je me parlais bien d'une chose que je connais. Quand on fait un article, on ne prend pas intégralement les propos de celui qu'on interviewe. Parce que ça ressemble à un pamphlet, ça ressemble à une plaidoirie pro-domo, surtout quand il s'agit d'un sujet chaud. N'est-ce pas, Emmanuel? Bon, vous voyez de quoi je vais parler. Mais on va y venir. Alors, l'Université des Antilles, mais des Antilles anglaises, inaugure un centre de recherche multidisciplinaire dédié à la justice réparatrice. Et il s'agit de la création de masters en justice réparatrice en fusion, en union avec le Glasgow Caribbean Center for Development Research. Du moins, avec l'université de Glasgow, ils font le Glasgow. Écoute, tu vas te sentir mieux que moi. Tu vas te sentir mieux que moi, oui. Oui, alors, l'université, effectivement, c'est l'université des West Indies, quand tu dis l'université des Antilles. Effectivement, ils ont mis sur pied, en collaboration avec l'université de Glasgow, un master un master sur les arts, et ils viennent d'inaugurer un cluster en justice réparative. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut signaler. Premièrement, c'est qu'en matière de justice réparative, c'est une notion qui est très anglo-saxonne et qui commence à rentrer quand même y compris dans les pays de législation latine. Et ça a trait, bien évidemment, aux conséquences de l'esclavage et du colonialisme. Alors, ce sujet des réparations, c'est un sujet qui depuis des décennies, fait l'objet de discussions, mais ça fait l'objet aussi d'études. Et le CARICOM a une commission sur les réparations. Et ce projet qui a été mis en place, pourquoi l'université de Glasgow? Parce que l'université de Glasgow a considéré qu'elle avait reçu des fonds. C'est une très ancienne université qui date du XVe siècle. Elle est classée parmi les 100 premières mondiales. Elle reçoit à peu près 27 000 étudiants et elle a 120 nationalités. Mais elle a considéré qu'elle avait prospéré en partie grâce aux fonds tirés de ceux qui tiraient profit de l'esclavage. Donc elle a considéré qu'elle avait, au titre des réparations, d'un système de collaboration avec une université de la Caraïbe, et c'est donc avec l'université des West Indies. Et c'est un programme de recherche. Et cette formation, le master qui a été créé, est sur 1 an ou sur 2 ans, 1 an à temps plein, 2 ans, et ce sont les étudiants de la Caraïbe, les descendants ou bien des descendants caribéens ou afro-descendants, exact, et qui bénéficient donc de bourses, et qui peuvent aller étudier à Glasgow, y compris, pas seulement dans l'université, c'est Barbade et Jamaïque, les universités. Exact. Et donc, c'est un programme de recherche. Et ce qui me paraît important, c'est de noter l'importance mise sur la connaissance. On le dit souvent ici à ACT, l'important, ce n'est pas d'avoir une approche émotionnelle, affective,
c'est d'être dans la connaissance. Et donc l'université est bien le siège de la connaissance, et c'est bien, me semble-t-il, qu'il y ait un master et qu'il y ait un cluster, parce que ça permet d'avoir des relations avec l'Afrique, avec l'Europe, avec les États-Unis sur cette question. Et la question qu'on peut se poser, c'est que la Martinique étant maintenant membre associé du CARICOM, peut-être quand donc l'Université des Antilles, mais la nôtre cette fois, la francophone, pourra peut-être conclure un partenariat avec ces universités pour pouvoir profiter et avoir des échanges sur cette question, notamment, pas que, mais cela aussi. Donc je trouve que ça ouvre des perspectives, y compris pour nous, de pouvoir travailler, accéder aux archives, accéder à des rapports scientifiques pour pouvoir approcher cette question des réparations de façon objective et de façon de pouvoir mettre les choses à plat. Non émotionnel, tu as dit. Oui. Et non passionnel, c'est ça. Oui. C'est ça que j'ai retenu. Oui, tout à fait. Alors, une autre chose qui passionne. et qui émotionne les gens, ce sont les résultats consolidés du groupe Bernard Ayotte. Et naturellement, c'est notre analyste du monde des affaires qui va nous en parler, c'est Eddy. Oui. Alors, ce sujet relève à minima de la plaisanterie et au pire de la traduction d'une certaine distance vis-à-vis de la pratique des chiffres d'un certain nombre de milieux. Allons dire ça comme ça. Je préfère la partie absence de connaissance. J'ai failli dire compétence. Il y a toute une série de gens là qui ne connaissent strictement rien à l'économie, qui commentent. Alors, je savais qu'on avait des entraîneurs de football. Enfin, ici, on doit en avoir à peu près 360 000. Je ne savais pas qu'on avait autant d'experts comptables, ni même de gens... de commissaires aux comptes ou de chefs d'entreprise. Oui. Bon. Je rappelle que le groupe Bernard Ayotte fait... Alors, on ne sait pas vraiment, puisque c'est des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de rendre public leurs comptes. Là, je pense qu'ils le font un peu contre-inforcé, mais bon, il vaut mieux aller dans ce sens-là. Entre 5 et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Alors, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires, les bénéfices, résultat net, excédent brut d'exploitation, marge commerciale, fonds de roulement, trésorerie. Alors, manque à base de 6, peut-être que ni 10. Donc là, ça devient compliqué. Donc, à minima, quand vous ne connaissez rien à ce genre de truc, moi, ce que je fais, je la ferme. Je ne dis rien, je ne fais pas de commentaires. Alors, il y a des gens qui se croient autorisés à faire des commentaires. Et ils ont le droit. C'est de la liberté d'expression. Par contre, il y a des gens qui doivent corriger toutes les inepties que l'on entend. Corrige. Corriger. Alors, il y a des gens qui disent 200, alors le chiffre exact, c'est 227,4 millions de bénéfices en 2023. C'est indécent. J'ai lu ça. Indécent. Alors, je vous épargne la trésorerie. La trésorerie, c'est 60 millions d'euros. Alors, un type qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires et qui a une trésorerie de 60 millions, je pense qu'il est déjà un peu en souffrance. On est bien d'accord. Parce que si on considère que 18 000 salariés, c'est bien ça. Oui. Alors, je ne prends pas les salariés qui sont dans des pays à faible salaire. Prenons les salariés qui sont Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Ça coûte 60 000 euros. Ça fait la moitié. Parce que c'est 36. Ça coûte 60 000 euros par an. Ça fait la moitié du personnel. Multiplié par... Alors, on va dire que c'est la moitié. 9 000 personnes, il n'y a plus de trésorerie, là. On est bien d'accord. Même si on divise par 12, la trésorerie, elle a disparu. Bon. Mais 227 millions d'euros de résultats nets, c'est indécent. Donc, si le groupe Bernard Ayotte ne fait pas 227 millions d'euros de résultats, il faut qu'il ferme. Il faut qu'il ferme, parce que ça ne représente que 6% du chiffre d'affaires. Donne-nous des pourcentages d'autres entreprises locales. Ah ben, non, je ne vais pas prendre des entreprises locales, puisque c'est une multinationale. Oui. Alors, si je prends en local, les gens vont dire, mais non, comme ils sont présents dans 40 pays, on ne peut pas... D'accord. Bon. Alors, rappelons que ça ne peut pas être divisé par 400 000 habitants. Non. Eh oui, c'est la première chose qu'il faut corriger. Parce que les types, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur calculette,
ils divisent 227 machins par 400 000. Et ils disent, ouais, mais ce gars fait bon l'argent par tête d'habitant. Donc je rappelle qu'à La Réunion, il y a 1 million d'habitants, il est président à La Réunion. Et que ça, ce sont des chiffres d'affaires consolidés pour l'ensemble du groupe, sur l'ensemble des territoires. On est bien d'accord? Bon. Allons prendre une multinationale sympathique. Oui, Total. c'est total. OK? Bon. Les mecs ont distribué 15 milliards de dividendes. C'est 15 l'équivalent des résultats nets, ça? Non. Non, c'est une partie des résultats. C'est une partie des résultats nets. Voilà, précise. Bon. Précise pour nous. Oui, donc, je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce que les gens vont peut-être se perdre. Et puis, c'est pas ça le Non, but. mais c'est les volumes qu'il faut. Voilà, le but du jeu est le suivant. Je pense qu'il était nécessaire, je veux dire le but de l'explication. Il était nécessaire que le gouvernement, d'ailleurs je l'ai dit ici, puisse faire comme tout le monde. OK? Ce pseudo secret pour protéger les affaires, c'est une plaisanterie. Ça tient pas. Bon, ça ne tient pas la route. Bon. Mais c'était s'exposer. Évidemment, quand tu caches, quand tu publies pas, c'est qu'on te dit que tu caches. Mais là, tu ne caches plus rien. Et là, les types sont encore plus énervés parce qu'ils ne cachent pas et on leur tombe dessus. Mais on va leur tomber dessus la première année, la deuxième année, la troisième année. Dans 5 ans, on ne parle plus du groupe Bernard Arnault parce qu'on va découvrir les autres. Oui, on va découvrir les autres parce que les autres vont publier. OK? Si vous voulez gagner de l'argent, ce n'est pas la peine d'aller dans l'automobile ou dans la grande distribution. C'est une plaisanterie. Par contre, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous allez dans la téléphonie mobile. OK? Vous allez dans l'information, la vente d'informations. Aujourd'hui, gagner de l'argent en vendant des objets, une voiture c'est un objet, un paquet de pâtes, c'est fini. Alors effectivement, les chiffres peuvent paraître monstrueux, mais c'est terminé. Les 10 plus grosses boîtes du monde, si on prend un critère, c'est ce qu'on appelle la capitalisation boursière, c'est-à-dire combien ça vaut en bourse. Il y en a une qui fait du pétrole, les 9 autres vendent de l'information. Google, Facebook, Nvidia, etc. Microsoft. OK. Bon. Donc, si on fait une analyse comparative entre des gens qui gagnent de l'argent, on va dire de manière indécente, et les gens qui gagnent de l'argent normalement, le gouvernement ne fait pas partie de ceux qui gagnent de l'argent de manière indécente. OK? Aujourd'hui, je pense que le choc, c'est la découverte de chiffres qui dépassent 1 million. Enfin, ici, on est choqué, ça dépasse 1 million. Moi, je connais des points chauds, on appelle ça des points chauds, des pâtisseries, je ne vais pas la citer, OK, qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. OK? Parce qu'autour de cette pâtisserie qui est bien située, il y a 10 millions de visiteurs dans un centre commercial qui se situe en Martinique. Donc, si on fait une comparaison par tête d'habitant, très clairement, il vaut mieux vendre des gâteaux que faire un hypermarché. Donc, je pense que, et c'est peut-être ce à quoi nous allons contribuer dans les semaines qui viennent, il faut construire la culture économique. Donc, l'idée du Bernard Arnault bashing lié au compte, eh bien, je vais amener d'autres comptes ici, et puis on va faire des ratios. Et vous verrez qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que le groupe Bernard Arnault. Jingle société. Alors, un petit sujet piqué d'humour et de sarcasme intéressant. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum s'adresse à Trump. Julien Daniel a fait ça aussi. Oui, alors, avec Trump, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Alors, et Trump et le Mexique aussi. Il y a plusieurs points. Il y a d'abord, il a commencé par dire qu'il allait augmenter qu'il allait taxer. Et puis, la présidente mexicaine a pris son téléphone, elle est restée 40 minutes au téléphone avec Trump. Elle a dit, bon, je vais mettre quelques centaines de soldats le long de la frontière, et Trump a dit, je suspends le décret pendant un moment. OK. Elle lui avait dit aussi, mais on signale quand même qu'au Mexique, on peut manger autre chose qu'américain. On peut ne plus manger McDo, on peut faire, parce que nous, on fait de très bons burgers avec de la viande mexicaine.
Ensuite, donc Trump, lui, c'était la dénomination, puisque son truc, c'est de renommer des choses. Donc le golfe du Mexique, il a décidé que le golfe du Mexique ne devrait plus s'appeler le golfe du Mexique, mais le golfe d'Amérique. Et donc la présidente lui a répondu, mais si on va, puisqu'il faut aller aux origines, on peut, la plus ancienne carte, l'Amérique est mexicaine. Donc on ne va pas dire l'Amérique, mais on va dire, on va parler des États-Unis, du Mexique. Et alors, comme il y a on connaît les liens de Trump avec, je dirais, les multinationales et les milliardaires, donc, il y a 48 heures, il était très content, Trump, de dire, mais regardez, Google Maps, maintenant vous tapez Google Maps aux États-Unis et vous n'allez plus voir Golfe du Mexique, mais Golfe d'Amérique. Alors, Trump, effectivement, il a les moyens, la pression qu'il peut sur des privés aux États-Unis, mais si vous êtes en France et que vous tapez, vous n'allez pas trouver Golfe d'Amérique. Vous allez trouver Golfe du Mexique, entre parenthèses, quand même, Golfe d'Amérique. Et si vous êtes au Mexique, si vous êtes en Amérique latine, vous allez trouver toujours Golfe du Mexique. Alors, au-delà de... je dirais, de tout cela, il y a des choses qui sont des conséquences qui me paraissent intéressantes. Déjà, au niveau du Mexique, proprement dit, de la présidente mexicaine. C'est une présidente qui a été élue en octobre 2024, qu'elle est de gauche. Et son attitude face à Trump, elle s'est alliée le milieu d'affaires du Mexique, ce qui est une grande nouveauté pour la gauche. Parce que les hommes d'affaires du Mexique ont apprécié son calme, sa détermination, parce qu'elle a dit à Trump de façon très ferme, le Mexique est un pays souverain. Donc, coopération, mais pas subordination. Donc ça, c'est un élément, parce que donc il va avoir un effet qu'il n'avait peut-être pas prévu, Trump, à savoir renforcer la cohésion au niveau du Mexique. Et puis d'autre part, ça me paraît un peu révélateur des impérialistes classiques, hein, qui, lorsqu'ils veulent toujours renommer, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre leur marque. On sait bien que quand les découvreurs, entre guillemets, sont arrivés dans les îles des Caraïbes, il a fallu qu'ils leur donnent des noms, leurs noms à eux. Et Trump est dans cette même veine, il veut mettre sa marque. Le monde n'est plus comme il l'était, et je pense qu'il va peut-être apprendre à ses dépens que, justement, il est possible il va créer, en fait, l'inverse de ce qu'il voulait. Ça va peut-être prendre du temps, mais moi je pense que on peut arriver à cela. Par exemple, l'Europe peut arriver à plus penser collectif si elle est attaquée par Donc, Trump. en ce sens, Trump ne serait pas une si mauvaise chose que ça. Mais en fait, non, c'est autre chose. Il faut toujours tirer un avantage. Ouais, il ne faut pas blâmer une contrariété. Oui. C'est ce qu'on dit dans le langage courant. Et bien, de façon plus générale, qu'est-ce qu'on peut tirer d'une chose qui est un principe négatif? Alors, il y a un personnage qui s'est révélé être excessivement courageux et intéressant. Je le regarde avec un certain suspicious, c'était M. Louis Berthet, qui est syndicaliste de la police. Il a fait un texte que j'ai trouvé noble, en quelque part. Je me la question de le lire et puis de me dire Louis Berthet, effectivement. Louis Berthet. Il a fait un texte dans un support chronique Opinion internationale, que Antillage a republié également, il me semble. On a publié son texte. Voilà. Et en fait, le texte, c'est Retour au néerdental. Retour au Cro-Magnon. Retour à la bassesse la plus absolue de l'humanité, quoi. C'est-à-dire à son incapacité de construire ensemble. Donc, il met en relief plusieurs éléments, donc, puisqu'il revient sur les émeutes. Alors, comme tu l'as dit, Gérard, moi, je ne le connais pas, mais je l'ai trouvé aussi courageux parce que sa position n'est pas facile. Tu es policier de la police nationale, tu es martiniquais, dans ton territoire, il y a de telles émeutes. C'est pas simple. C'est pas simple. Enfin, on ne va pas dire davantage. Mais dans son texte, j'ai retenu 4 éléments. Il met en relief la certitude que la violence ne mène qu'au chaos. Ça, c'est très important. Et puis, il se dit, est-ce que tout le monde en est convaincu en Martinique? Parce qu'il n'a pas trouvé, à travers
n'est-ce pas, tous ceux qui sont intervenus, Il les de cite. position suffisamment. Il les cite, les élus. Voilà. Ensuite, il déplore bien évidemment la radicalité, le manque d'intelligence de l'environnement. Il met en cause également les propos des avocats qui accusent la police. Ah oui, ça, c'est- Alors, il a été assez incisif sur ça parce qu'il exprime un démenti. Il affirme que tous les dossiers gérés par les policiers ont été menés avec rigueur, que les policiers ont fait preuve de précaution et de professionnalisme vis-à-vis de M. Petitot, contrairement aux propos d'un certain avocat. Il n'a pas dit de plusieurs avocats, mais d'un avocat. Il souligne après les préjudices économiques et les conséquences en matière d'entreprise, d'emploi, et nécessairement les demandes de contribution qui seront faites auprès de l'État. Hein. Et puis, il interpelle les représentants du RPRAC en disant « À quel moment avez-vous condamné ces pillages? À quel moment avez-vous condamné ces vols? Pourquoi ne menez-vous pas des actions dignes et pacifiques dans le cadre de la loi ?» Enfin, il fait un appel à la lucidité et au calme en disant « Martiniquais, réveillez-vous, gardez en tête que la riposte passe par la lucidité, la réflexion et l'action dans le respect des lois. Nous sommes des policiers, nous sommes au service de tous les Martiniquais. Le coût de la vie est élevé, oui, mais c'est partout. Est-ce une raison pour tout détruire ?» Donc voilà un petit peu ce que j'ai résumé des propos de Louis Berthet. J'ai retenu une première chose, Louisie. J'ai retenu c'est une première chose qui est toute bête comme raisonnement, et c'est vrai qu'on le pensait sans l'énoncer. D'abord, pas une seule fois, ces jeunes qui défendaient une cause noble, la cherté de la vie, la misère des gens, pas une seule fois, il y en a eu même un mot compatissant pour ceux qui ont souffert des émeutes, des incendies et tout ça. C'est quand même un petit peu dur à avaler, surtout qu'ils ambitionnent. Maintenant, c'est clair, hein. Maintenant, ils veulent faire parler les urnes. Ils ambitionnent un jour d'avoir le pouvoir. Donc, le pouvoir politique, attention, dans des voies démocratiques. Je ne vais pas lancer de thème sur ces personnes-là. J'ai dans les documents, tu m'as remis, j'aimerais aussi parler un petit peu du forum Vérité et Solutions des Outre-mer, parce que vous savez qu'il y a de plus en plus de gens qui se réunissent pour pouvoir cogiter, réfléchir sur la vie chère dans les Outre-mer. Alors, il y a plusieurs éditorialistes qui sont intervenus en disant que tirer sur GBH, c'est tirer sur la Martinique et sur la France. Il y en a aussi qui parlent de la proposition de loi qui a été proposée par les socialistes, parce que vous savez que c'est assez complexe, ça. Hein. Les socialistes ont proposé une proposition de loi qui ne reprend manifestement pas les accords qui sont passés ici. On se demande quelle est la cohérence de toute cette démarche. Absolument. En même temps, c'est vrai que les macronistes n'ont rien dit, mais parce qu'ils ont besoin aussi des voix des socialistes. C'est assez complexe, quoi. Mais est-ce que les problèmes de la Martinique sont réglés? Alors, il y en a qui dénoncent véritablement ce projet de loi, hein, qui n'aurait pas effectivement les vertus qu'on pourrait attendre. Donc, voilà, et puis pour terminer, alors RCI, samedi matin, enfin non, lundi matin, j'ai rencontré une dame qui disait « Mais tout ce qu'on demande à GBH, pourquoi on ne demande pas ça aux autres ?» Il n'y a pas que GBH comme grand groupe ici. Ça va venir, t'inquiète. Il y a des grands groupes extérieurs qui, je ne vais pas les nommer, enfin, ouais, mais on a un peu l'impression que c'est une espèce de règlement de compte C'est ça, absolument. entre nous, quoi. Voilà. Oui. Alors, une chose qu'il faut que je m'arme de tout mon courage pour le dire, moi, j'étais quand même surpris, pour pas être très pondéré, de voir un défenseur public qui fait partie de la même confrérie que moi, de l'ordre des avocats, véritablement mélanger la défense, l'action politique, mais de façon réellement trop excessive. J'essaie d'être très pondéré. Moi, j'incite ces jeunes confrères je sais qu'il y a la transe, il y a l'extase, il y a les rouges. Je sais que j'ai été beaucoup dans des situations comme ça. Mais il faut savoir garder son calme, il faut savoir garder la noblesse de la robe, il faut savoir garder une certaine distance. Bon, je ne parle pas comme un vieux, mais si on veut que ça fonctionne, je le dis tout le temps, que ça fonctionne après dans le système qui viendra un jour en remplacement. Il y a des valeurs qu'il faut garder, il y a des valeurs qu'il faut conserver. La défense, c'est la défense, le militantisme, c'est le militantisme, l'action militante, c'est l'action militante. Et on a une robe noire, on n'a pas un tricot rouge quand on plaide. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Le rapport d'information de l'Assemblée nationale sur l'avenir institutionnel des Outre-mer, la chronique d'Emmanuel de Rênal, et ce n'est pas lui qui va en parler, c'est Eddy qui va en parler. C'était trop belle. Ça, c'est d'une perversité extraordinaire. C'était trop belle. Alors, tu viens de nous répéter ce que tu as écrit là. Alors, Emmanuel de Rênal s'est emparé du rapport d'information de l'Assemblée nationale sur l'avenir institutionnel des Outre-mer. Bon courage, félicitations. Et c'est un rapport qui est public, bien évidemment.
Il a été rédigé par Philippe Gosselin et David Riemann. Alors, David Riemann, je rappelle que c'est un Guyanais. Grosso modo, Emmanuel met l'accent sur le fait que la situation, après avoir lu le rapport, mais il en était déjà à moitié convaincu de toute façon, la situation des rapports institutionnels entre l'outre-mer et la France est, on va dire, à minima dans une impasse. On va dire ça comme ça. Enfin bon, Emmanuel, je suis sûr qu'il pense le contraire, mais c'est pas grave. Non, il y a ce rapport nous donne un certain nombre de constats et des recommandations. Je vais résumer ça en disant qu'Emmanuel n'est pas trop, comment dirais-je, n'insiste pas trop dessus. Il a sa propre vision. Mais bon, allons parler quand même de la vision de ces deux députés. Ils disent en clair, la tendance majeure, c'est d'aller vers plus de décentralisation quand c'est, on va dire, politiquement correct, vers plus d'autonomie, de liberté et de centralité distante. D'ailleurs, au lieu de travailler avec Paris, il vaut mieux localiser le pouvoir local. Bon, ça, des choses qu'on entend depuis 1946, ou alors depuis 1848, ou depuis 1650. Parce que je rappelle que des colons se sont révoltés contre la toute-puissance de la mère patrie, Oui. le Gaoulé en Martinique, puis ça a donné quand même les États-Unis d'Amérique. Ça a donné le Venezuela, la Colombie et le Mexique. OK? Alors, il y a certains béquets, quand je leur dis, bon, les mecs, il faut jouer, ils me disent tout de suite, ça y est, Bolivar est apparu. Bolivar sort de son corps. Oui, en fait, bon, ce qu'on appelle la bourgeoisie comprador dans ces pays-là d'Amérique du Sud, c'est que les Blancs, les colons, se sont révoltés contre la mère patrie et ont arraché l'indépendance. Et certains extrémistes martiniquais disent, mon Dieu, mais pourquoi les béquets n'ont pas fait ça? Aujourd'hui, nous serions libres. Bon, on va dire que ça dépend de la taille. Hein. Quand tu n'as pas beaucoup d'habitants, tu ne fais pas l'imbécile, parce qu'après, il va falloir financer. Bon. Alors, le rapport dit il faut poursuivre on va dire le processus de responsabilisation locale. Bon. Est-ce que je peux donner mon avis? Oui, donne ton avis. Je vais donner mon avis parce que Emmanuel n'a pas osé. Emmanuel est politiquement correct. Tout ça, évidemment, n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir, mais ils le disent en filigrane. Ils disent jamais, bon, écoutez, on nous finit avec ça, quoi. Allons couper les liens et puis les gens vont se démerder. Donc, quand tu dis ramener le pouvoir local, ramener le pouvoir sur une base locale, domicilier votre pouvoir, moi, je pense que c'est vertueux pour un certain nombre de choses. Le problème, c'est qu'il faut être honnête. Or, ces politiques pensent aveuglément que les gens sont cons. Les gens ne sont pas cons. Ils sont de moins en moins cons. OK? Et plus grave, il y a de moins en moins de gens cons. Alors, il faut financer tout ça. OK? Et les gens, quand on leur explique d'où vient l'argent, ils se disent, ben non, aujourd'hui, l'argent qui permet à nos territoires de vivre au quotidien et d'avoir un niveau de vie largement supérieur à celui de nos voisins, c'est d'abord l'argent du national. C'est cette communauté nationale qui permet, par solidarité, de vivre. Mais c'est aussi le nôtre, parce que ce n'est pas la solidarité nationale qui paye l'octroi de mer. L'octroi de mer, il est payé par les Martiniquais. Donc en clair, il y a une espèce de paradoxe et de contraste absolu qui consiste à dire ramenons le pouvoir, de plus en plus de pouvoir, donc de responsabilité au niveau local, mais à aucun moment dans ce rapport, il n'y a le questionnement sur le financement de ces pouvoirs. Alors, bon, évidemment, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est celui qui paie qui décide. Mais bien sûr, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de réflexion sur le cadre institutionnel couplé avec le cadre économique. C'est ça l'idée qui est C'est-à-dire qu'on part du substantielle. principe que quand on bonifie, en améliorant le cadre institutionnel,
les fonds doivent découler après, doivent venir après. Ah ben, l'analyse bête C'est et que ça- méchante ça- de tous les rapports indique très clairement que quand on domicilie le pouvoir, l'argent fuit. Et alors, bon, on peut toujours exiger, gueuler, faire des procès à l'État, mais c'est l'État qui a raison. L'État, c'est lourd, hein. C'est un truc énorme, quoi. C'est une espèce de rouleau compresseur. L'exemple, je vais m'arrêter là, l'exemple le plus parfait. Il y a des gens qui ont dit, bon, il est temps que nous puissions gérer localement les aides sociales. Mais attention, vous continuez à payer, hein, les mecs. Le POCI, Ben non, attends, pas même la POCI, le RSA. c'est ça. Le RSA. L'État a dit à un certain nombre de départements, bon les mecs, on voit que ça ne fonctionne pas bien, effectivement, on doit vous donner 100, on vous donne 80, et puis ça vous plombe de 20. L'État ne paye jamais à 100%. Et bon, Macron a fait une réflexion, a dit, bon, reprenez ça, reprenez le RSA, on va le gérer en direct, comme ça, ils ne vont pas nous emmerder à nous courir après pour les 20 qui manquent. Eh bien, est-ce que les départements d'outre-mer ont couru en disant, eh bien, frère, tu es bien ça là, parce que nous parlons encore, puisqu'on a couru, on est moins. Non, parce que le RSA, c'est un énorme levier électoral. Donc, les types, même quand ils perdent 20, ils continuent à garder le truc pour gagner des élections. Et puis après, ils viennent se plaindre. Ah ouais, l'État ne nous a pas payé. Attends. Autrement dit, le RSA, puis on va passer à autre chose, Ouais. n'est pas un élément de responsabilité, c'est un élément de pouvoir Je électoral. t'ai dit que c'est un levier électoral. Maka bon, maka payer RSA là. Et c'est pas du tout un élément de responsabilité Pas du tout, pas du tout. Le truc le plus scandaleux, c'est que les élus martiniquais savent qu'en Martinique, il y a ce qu'on appelle le non-recours. Les gens, par fierté, par non-information, par ignorance, ne réclament pas l'argent qui leur est dû automatiquement. Il y a combien d'élus martiniquais qui se sont levés en disant « Nous réclamons, au même titre que 40 départements en France, l'automatisation du paiement des droits sociaux. Zéro. » Alors qu'en France, il y a des îles qui ont dit que le type demande ou pas, il faut lui verser. Ici, les mecs vont courir? Jamais de la vie. Parce qu'eux-mêmes, si c'est automatisé, par exemple, la CTF devrait payer automatiquement. Il y en a pour 150 millions. La CAF, la Sécu, tous ces gens-là devront payer automatiquement. Non, je préfère que le type vienne me demander pour que je lui donne. Tu comprends? Oui, ça, c'est moi qui. Oui, c'est moi qui va. C'est moi qui m'en lis. C'est mon argent. J'ai sauté un sujet que tu dois traiter, c'est la surrémunération pilier du néocolonialisme. Tu n'as pas oublié Non. ce sujet. Non, pas du tout. Je le dis pour la technique. Alors, la surrémunération des fonctionnaires, c'est un sujet, comment on appelle ça? Récurrent. C'est un sujet récurrent, c'est un serpent de mer qui revient régulièrement dans le débat. Marronnier. Un marronnier, voilà, je cherchais ouais. le terme. Terme journalistique. Alors, c'est intéressant de rappeler un peu le contexte historique de tout ça. On est dans les années 50. L'économie de la Martinique est au plus bas. Les infrastructures ne sont pas là. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'écoles. Enfin, et la France doit, on sort de la guerre, il faut remettre un petit peu d'énergie dans ce nouveau département qui vient de se créer. Et donc, il faut faire venir des compétences nationales, donc des fonctionnaires, et il faut retenir ceux qui émergent ici pour que une valeur ajoutée se mette en œuvre au profit des infrastructures. Et on constate déjà à l'époque que la vie est beaucoup plus chère. On évalue même un écart de vie qui est de l'ordre de 40%, puisque c'est le montant de la vie chère. Accordé. Alors qu'aujourd'hui, l'INSEE en Martinique considère que l'écart de vie chère est de 14%. Donc ça montre bien que les écarts étaient encore bien plus importants à l'époque. Donc on met en œuvre cette prime dite de vie chère pour attirer les fonctionnaires qualifiés, notamment les cadres, pour remettre un petit peu de talent dans le pays, des jeunes diplômés locaux qui doivent rester, etc. etc. Avec plusieurs taux selon les territoires, 40% en Martinique, Guadeloupe, Guyane, 53% à La Réunion, donc ce sont quand même des sommes importantes. Alors aujourd'hui, la question qui est posée, c'est, on a vécu des décennies avec cette prime de vie chère qui concerne une partie de la population. Qu'est-ce que cette prime a eu comme conséquence dans l'organisation du territoire? Donc, il y en a eu plein en fait. Il y a eu comme première conséquence le fait que le territoire est devenu un territoire de consommation, puisque l'économie
elle a horreur du vide, elle s'adapte au contexte. Et là, il y a quand même une catégorie de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais qui se retrouvent avec un pouvoir d'achat rehaussé immédiatement. Et donc, eh bien, l'offre économique s'adapte. Et c'est là qu'on a vu fleurir des commerces, des hypermarchés, etc., pour pouvoir tirer bénéfice de cette manne des 40%. Et aujourd'hui, on arrive un peu à la croisée des chemins, parce que maintenant que tout le monde est en crise réelle, que la France est en crise, que la France cherche racle les fonds de tiroir pour essayer de boucler ses budgets, elle commence à regarder un peu toutes ces zones de coûts, et la surrémunération dans les Outre-mer, ça coûte 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, on n'est pas loin, pour bien fixer l'ordre d'idée, du budget de la CTM, à peu de choses près. Voilà ce que ça représente. Donc ce sont des sommes importantes, des sommes colossales, avec des effets bénéfiques pour la consommation, mais des effets pervers. Et comme effet pervers, d'abord, il y a ce rapport d'inégalité entre deux mondes, le monde du privé et le monde de la fonction publique, avec parfois des tensions, même émotionnelles, qui peuvent se développer, avec des rapports de jalousie, des rapports qui sont les conséquences même de cette inégalité objective. Et cette inégalité, aujourd'hui, on la constate quand on est dans le secteur privé, et qu'on doit satisfaire des revendications salariales privées. Il y a cette pression des 40%, enfin de la surnomination des fonctionnaires, qui vient peser sur le coût salarial du monde du privé, qui doit essayer de s'aligner vers le haut, mais avec un environnement économique qui, pour le coup, lui, n'est pas en capacité de servir correctement les ambitions des salariés. Et donc, ça crée des tensions compliquées. Et puis le deuxième effet objectif, c'est l'impact sur la vie chère. Parce que là, d'une certaine manière, l'offre commerciale s'aligne sur, entre guillemets, le plus riche, le consommateur le mieux doté. Et donc, c'est là qu'on a vu émerger des offres, des qualités d'offres qui trouvent preneur très vite, et qui accentuent là aussi parfois les frustrations de ceux du bas de l'échelle qui n'ont pas accès à ceux que d'autres ont accès. Et donc, cette surrémunération aujourd'hui, elle a des points positifs, bien évidemment. Elle a ses points d'observation, et avec plusieurs hypothèses maintenant qui sont à la réflexion. Faut-il rééquilibrer pour des raisons de justice entre le privé et le public? Faut-il peut-être réduire cette surrémunération et mettre, c'était une idée je me souviens, qu'avait évoqué Eddy il y a quelque temps, prendre une partie de cette surrémunération pour mettre dans un fonds d'aide aux entreprises privées, à la dynamisation, pour réveiller le système. Bon, vous voyez, il y a des réflexions qu'il est peut-être maintenant temps, maintenant qu'on met un peu tout sur la table pour régler les problèmes de la vie chère. Ce sujet-là est peut-être un sujet à examiner tranquillement, sans passion, mais de manière objective le plus que possible. Sans aucune passion, je passe la parole à Daniel. Oui, juste un point ajouté sur la question, sur l'effet que ça a eu. Tu as parlé sur l'effet sur la consommation. Il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect de constitution de patrimoine immobilier pour les particuliers. Le fait que les fonctionnaires disposent d'une rémunération, ça a permis d'avoir dans les familles un patrimoine immobilier. Et alors, de façon ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout, les avocats qui font du droit de la famille, lorsqu'ils ont des divorces et qu'ils doivent liquider le régime matrimonial, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte de l'importance du patrimoine. Et on n'a pas idée de ce que ça peut représenter. Et donc, moi, je pense que dans l'audit de ce que ça produit, il faut tout prendre en compte. Parce que c'est aussi une façon, quand il y en a un patrimoine dans une famille, c'est les enfants et les petits-enfants qui vont aussi bénéficier. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas que la consommation. Eddy ? Alors,
pour que les gens puissent comprendre ce que ça coûterait de passer aux 40% au niveau du privé, en Martinique, hein, juste en Martinique, il y a à peu près 86 000 personnes qui travaillent dans le privé. Et si on fait, vous avez vu, on est à 91 000, hein, donc ça coûterait 1 milliard, 1 milliard 2 à peu près, si, aux entreprises martiniquaises, si on passait aux 40%. Ça correspond à 1 000 euros supplémentaires par travailleur salarié, en moyenne. C'est le principe de la zone franche sociale. Voilà. En réalité, c'est la mise en œuvre de la zone franche sociale pour le secteur privé est une manière judicieuse d'équilibrer et de remonter le revenu D'augmenter les de revenus. tout le monde, et pour un coût qui ne serait peut-être pas assez important que ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a déjà des exonérations par la Oui. LODEOM qu'il faut extraire. Donc, on serait peut-être sur un coût marginal, mais qui Pourquoi on pourrait propose changer pas la ça donne. Pourquoi on ne propose pas ça? Parce que les mecs à qui tu proposes ça, c'est des mecs qui sont sourds et muets. Ah, mais ce sera même les responsables du pays. On fait des lois. Enfin, c'est ceux pour lesquels on vote. Qu'est-ce que j'allais dire? Pendant que tu as la parole, Emmanuel, tu vas nous parler de... Tu as un sujet encore à traiter. Est-ce que tu te souviens du sujet que tu as traité? Oui, c'est la culture, c'est le Ok. livre. Ah oui, les empoisonneurs. Mais pour la forme, on va faire un petit jingle quand même, avant. Hmm. D'accord. Alors, chlordécone, le bouquin qui s'appelle... Un livre qui s'appelle Les empoisonneurs. Horrible, les empoisonneurs, oui. De Mario Baleo, une enquête sur le drame du chlordécone. Alors c'est vrai que le chlordécone, c'est un sujet, C'est là Marie, encore, un sujet... C'est pas Mario, hein, c'est Marie. Marie, pardon, Marie Baleo. C'est une Marie dame, Baleo, c'est une dame. Une dame qui a mené son enquête et qui a mené son enquête sur et qui a examiné une cinquantaine d'années en réalité, puisque faut rappeler quand même que le chlordécone est un sujet dont le pic remonte à une quarantaine d'années, avec des épisodes post-chlordécone qui arrivent jusqu'à aujourd'hui avec des effets notamment sociaux et sociétaux de ce drame, puisque c'est un sujet qui a préoccupé beaucoup notre société martiniquaise dans toutes ses dimensions, sanitaires, mais politiques, sociétales, etc. Donc elle mène son enquête, qui est une enquête sans doute, alors je vous le dis par devoir d'honnêteté, je n'ai pas lu le livre, j'ai lu quelques pages rapides, parce que le dossier m'a été confié, donc, et j'ai compris quand même que c'était un travail d'enquête approfondi. Ce que j'ai pu comprendre de ce que j'ai lu, c'est que ça reste une enquête extrêmement orientée. Et d'ailleurs, le titre, et je voulais m'arrêter un peu sur le titre, parce que moi, je vous dis le fond de ma pensée, le titre, ce que j'ai repéré dans les pages que j'ai lues, c'est que beaucoup de jugements, de compte rendu de l'enquête, se sont faits à partir de jugements sur la base des connaissances d'aujourd'hui, de faits d'il y a 40 ou 50 ans. Et j'ai trouvé qu'il y a un anachronisme dans le raisonnement, moi, qui m'a un peu gêné. Notamment quand elle dit, dès les années 70, on savait. C'est certain qu'on savait, mais on sait qui? On sait effectivement quelques scientifiques qui publient dans quelques revues scientifiques et qui sont lus par quelques dizaines de personnes en Martinique. Il n'y a pas Internet à l'époque, on ne clique pas pour savoir qu'est-ce qu'on dit sur le chlordécone. Les médias, ça n'est pas un sujet. Si on se remet dans le contexte de l'époque, ce n'est pas un sujet. L'environnement, la conscience environnementale n'est pas un sujet à l'époque. Moi, je me souviens, je suis de ceux qui, quand j'ai commencé dans la publicité il y a une trentaine d'années, ma première campagne de publicité, c'était, vous avez peut-être vu ce film, pour dénoncer un geste qui était un geste quotidien il y a 30 ans, où on jetait à travers sa fenêtre de voiture sa canette de... Bon, Fais ça pour moi. Fais ça pour moi, exactement. C'était ma toute première publicité. Et c'était M. Salpêtrier qui m'avait commandé cette campagne. Il était au conseil général. Siméon Salpêtrier. Et à l'époque, ce geste-là était un geste quotidien, répandu, qui était à peine choquant. Et c'est Siméon Salpêtrier qui dit, c'est pas possible qu'on tolère ça, il faut faire quelque chose. Donc il prend une conscience et il convoque son agence. C'est pour vous dire comment en 30 ans les choses ont évolué. Je peux vous dire qu'en matière environnementale, la conscience n'existait pas à l'époque du chlordécone, en tout cas pas de manière répandue. Et même les agriculteurs de l'époque considéraient que le chlordécone était une voie de progrès, c'était de la science qui venait... Enfin, on était
Donc, vous voyez, c'est cet anachronisme-là que je trouve un peu marquant dans ce que j'ai pu lire dans les lignes. Et puis enfin, le titre, Les empoisonneurs. Je suis très gêné par ce titre parce qu'un empoisonneur, c'est quelqu'un qui a l'intention de nuire quand il utilise un produit. Les mots ont un sens. Qu'il soit pollueur, je veux bien. Qu'il soit... mais empoisonneur, et là je suis vraiment désolé de le dire, mais je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait une seule personne qui, à l'époque, ait utilisé le chlordécone dans le but de nuire. D'autant plus que les agriculteurs répandaient le chlordécone chez eux, dans leur jardin, dans leur maison, où vivaient leurs familles, etc. Donc ça n'existe pas, cette intention d'empoisonnement est quelque chose qui ne reflète pas la réalité de l'époque. Voilà, donc c'est cet anachronisme sur lequel je veux mettre le doigt. Pour autant, c'est sans doute un livre qui doit délivrer beaucoup d'informations, donc il faut le lire avec cette distance pour ne pas tomber dans le piège de l'anachronisme de pensée. Eddie ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis d'accord sur l'anachronisme, hein, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur la réflexion qu'on en tire, qu'Emmanuel en tire. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient parfaitement conscients des dangers de l'usage. Il y en a encore qui continuent. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont parfaitement conscients des dangers du glyphosate à court terme, à moyen terme, et qui continuent à l'utiliser de manière, on va dire, sans limite. Donc, il y a une vraie défense à opérer de l'environnement face à des gens qui ont, et ils sont très nombreux, une perversion du bon sens et du bonheur de l'humanité. Moi, en tout cas, un sens complètement perverti. Et je pense qu'il faut qu'on lutte contre ça. Jingle musique. Christian va nous parler de Victor Hugo. Voilà. Alors, donc, on met au centre du terrain la bienveillance, la fraîcheur, l'originalité, le sourire, les mélodies, la poésie. Parce que Victor Hugo, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est un itinéraire qui est très singulier. Il a son style, il a son phrasé, il a son jeu. On va premièrement écouter, dans le cadre de Révolution Caribéana, on va écouter Natty Dread. Alors, le terme Natty, vous savez, symbolise le refus de monde conforme à ce qu'on connaît et cette volonté d'aller au-delà, quoi. Natty Dread de Victor Hugo. Ici passe le désir et sur la route j'ai croisé tes soupirs à enrougir, baby. Mes mains sur ta peau me disent tout de toi, de tes secrets désirs à en mourir. En nous pas parti trop loin, faut nous arrêter pour en attendre exquise. C'est un seul plaisir pour nous, tout ça c'est un bel moment pour me dire. La 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 la, ah yeah. Me Natty Dread, my baby girl, me Natty Dread. J'avoue que j'aime vous voir quand vous ressentez la musique, chacun s'exprime de façon merveilleuse. Eddie, tu connais, hein? Alors, il a récidivé en 2012 avec du zouk, parce qu'il faut aussi des super zouk, sans prétention. Et donc, je vous invite à écouter un bel petit zouk qui s'appelle Anti-Danser, avec son équipe bicaribéenne et Joël Jacoulet, dont on va parler également. Salut. Moi pas gardé pour la perfection, ça moi aime, c'est la nouille là. L'histoire nous a porté nous à l'infini, minute par minute cause. Jah Almighty I, que mette lumière sur nous, let him provide the love. Matin soleil en la vie, hey, tout, pas moi anti-danser là. L'amour est bichaille nous comme ça, en jouant tes six dans le ciel, tes
fait jet nous chavirer. Pas moi t'y danser là. Passe l'amour éternel. Passe l'amour éternel. J'ai envie de dire, si on n'était plus musique, on serait plus calme. La musique adoucit Et la plus musique. attractif, n'est-ce pas? Parce que, alors lui, son nom c'est Emmanuel Valère, hein, Victor O. Et au-delà, bien évidemment, de nos itinéraires ici, de nos territoires, il est allé partout. Il est allé porter son message d'amour, de beauté. Alors je vous invite à écouter son succès, Vinidou, qui n'a pas fini de carburer, quoi. Mira, se acabó la lluvia, vámonos. Yeah. Oh, non, non, non. Fini tout, mon besoin toucher frontière. Pas dit moi non, 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 non. Ou savent que moi love de vous. L'amour son bagaille qui tourne. Faut le garçon, j'ai ça. Pas dit moi non, 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 non. Tout ça ou les moins que ça bat. Sugar. Des jours passés, j'ai bien trop long. Passe la vie à pas qu'un sens sans vous. Ça belle qu'on new song, mais l'amour moins. Je fais partie d'une génération qui aimait les musiques complexes, compliquées, harmonisées avec des cuivres et tout, puisqu'on était formé à la salsa, à la Fania All Star, tout ça. Mais je dois dire comment je suis ébloui par l'émotion qui se dégage de ces mélodies qui semblent simples, mais qui ont tellement d'amour, tellement d'humanité, que ça nous réconcilie avec la musique, voilà. Alors, je parlais d'escapade tout à l'heure, il est allé notamment en Guyane, au Brésil, où il a eu des expériences magnifiques qu'il retranscrit à travers ce que je vous invite à voir actuellement. Saidia, como tu fica? Moi senti peita la peke la j'ai moins. Avakou manga aller, pas besoin pièce visée, c'est mon âme. On a vu avec lui Joël Jacoulet, et effectivement c'est une équipe de travail. Et ils ont essayé de développer un concept qui s'appelle la pop créole également, parce qu'il faut trouver des stratégies pour positionner nos musiques dans le monde. Hein? J'aimerais dire que la musique, c'est peut-être le produit martiniquais le plus exporté. Hein? Non? Tu peux peut-être d'accord avec moi, je dis. Voilà. Parce que la musique, tu peux la vendre à plein de gens en même temps. Exactement. Donc voilà, Victor O, c'est de la joie, c'est de l'expression, c'est une idée agréable des Antilles. Il faut saluer encore une fois son équipe et on va écouter une dernière vidéo, bien agréable également. Allez là, ensemble bien solide, c'est ça nous te promène nous. Mon chéri sous pas premier jour, on pas les plier ça, alors on te pas la vie. Ari, 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 Chacha, tout côté moi garder c'est où moi ouais. Magnifique. Absolument. Très bien. En tout cas, merci Victor et merci à l'équipe de Bicaribune avec Jacoulet, parce que voilà, ce sont des espoirs pour aujourd'hui et pour demain et pour nos musiques. Merci Daniel, merci Emmanuel, merci Eddy, merci Maestro, merci toute l'équipe. Comme on a déjà dépassé de 2 minutes 37, je vous dis pas au revoir, je vous dis quand même à la semaine prochaine. À bientôt.